Depuis qu'en 1953, les savants Crick et Watson ont découvert la structure de l'ADN, pièce maîtresse du vivant, la biologie et la génétique ont fait des progrès spectaculaires. Progrès dans la connaissance du génome humain, c'est-à-dire de l'ensemble de nos gènes, progrès dans les techniques thérapeutiques, dans les potentiels de techniques thérapeutiques pour guérir des maladies qu'on disait autrefois incurables, des maladies génétiques. Progrès fabuleux, perspectives immenses, ouvertes par les sciences et techniques modernes. Et en même temps, comme à chaque fois qu'on touche au vivant, on touche à quelque chose d'infiniment précieux, et ce n'est pas simple. C'est tout le domaine de la bioéthique, l'éthique du vivant humain, de la vie. Jusqu'où les techniques. Ce sont ces sujets-là qui vont nous passionner pendant le grand débat démocratique qui s'ouvre cette année en 2009 en France à l'occasion de la révision des lois de bioéthique qui avaient été votées en 2004 et qui devaient être révisées 5 années après. On va y traiter des sujets très importants comme la recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires, sur les cellules souches adultes. On va y traiter aussi des techniques de procréation médicalement assistée, les fécondations in vitro et la manière de les proposer. On va y traiter aussi des tests génétiques, de la médecine prédictive avec ce que cela permet, mais aussi les aléas, la manière dont on annonce à une personne qu'elle a tant de risques d'avoir une maladie grave, comment on le fait. On va y traiter aussi du diagnostic prénatal, du diagnostic préimplantatoire. Voilà un ensemble de sujets qui vont être débattus par la société tout entière, puisque c'est un grand débat démocratique qui s'ouvre, où chacun de nous, comme citoyens, nous sommes appelés à apporter notre contribution. Chaque spiritualité, chaque religion, chaque philosophie pourra participer à ce grand débat. Les enjeux sont énormes, ce sont des enjeux sur le sens de l'homme, sur le sens de la vie. Oui, nous sommes vraiment tous concernés, la société tout entière. Pour étudier le développement humain, il faut d'une manière ou d'une autre pouvoir étudier l'embryon humain. On ne peut pas se passer de l'embryon humain. Alors, il y a plusieurs exemples. Donc, nous avons étudié l'expression d'un certain nombre de gènes qui sont connus pour causer des malformations chez la souris. Eh bien, l'expression de ces mêmes gènes chez l'embryon est différente. Voilà en une image ce que j'essaye de vous expliquer. À gauche, j'ai un embryon de souris. À droite, j'ai un embryon humain au même stade de développement. Ces deux embryons sont vus de l'arrière. Et vous voyez que chez l'embryon de souris, le dernier point de fermeture du tube neural se trouve à la partie postérieure de l'embryon. Et chez l'embryon humain, la partie postérieure étant totalement fermée, c'est la partie antérieure qui se ferme. Derrière cette fermeture du tube neural, il y a un très grand nombre de gènes qui sont activés de façon différente chez l'embryon humain et chez l'embryon de souris, dans le temps et dans l'espace. Donc il nous faut absolument, si nous voulons comprendre la fermeture du tube neural chez l'embryon humain, étudier l'embryon humain. Alors, les défauts de fermeture du tube neural sont des malformations extrêmement fréquentes dans l'espèce humaine. C'est les malformations les plus fréquentes. Dans le cadre de nos recherches, où nous essayons de comprendre les mécanismes et de traiter des maladies génétiques du système immunitaire, on est amené à s'intéresser aux cellules souches. Donc, nous travaillons surtout avec les cellules souches telles qu'elles sont présentes après la naissance dans la moelle osseuse, mais forcément on est amené à s'intéresser
d'autres formes, d'autres sources de cellules souches, dans la mesure où on sait aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, qu'on peut obtenir des cellules souches chez l'embryon, à un stade précoce de la gestation, qui permettrait au conditionnel, de traiter potentiellement un grand nombre de maladies où, avec l'âge, ou même parfois plus jeune chez les enfants atteints de maladies génétiques, des tissus sont perdus. On peut penser au diabète, c'est une évidence, à la maladie de Parkinson qui touche beaucoup de monde et qui est très invalidante, et bien d'autres maladies potentiellement. Il faut bien remarquer que le problème de l'expérimentation sur l'être humain n'est pas un problème de toucher à la vie. Parce que, bien entendu, s'il ne fallait pas toucher à la vie, la médecine ne progresserait pas. On fait des études à tous les âges de la vie humaine et c'est grâce à cela que la vie progresse. Il faut bien déjà disqualifier une approche qui serait simpliste et qui ne correspondrait pas à la réalité en disant la recherche sur l'embryon pose problème parce que l'embryon est humain. Non, on expérimente à tous les âges de la vie humaine et il n'y a vraiment aucune raison que le seul âge de la vie humaine sur lequel on ne puisse pas expérimenter, ce soit l'embryon humain. Donc c'est pas la bonne question. La bonne question qui doit être posée, c'est est-il légitime qu'à travers l'expérimentation sur des âges de la vie humaine, il y ait un âge, l'embryon, qui aboutisse à la destruction de ce début de vie humaine? C'est ça la bonne question. On trouve d'autres voies. Dans l'organisme, vous avez des niches dans lesquelles se cachent des cellules qui peuvent être pluri- et multipotentes. Alors, à nous de les trouver, à nous de les chercher, et il y a une source merveilleuse, c'est le sang du cordon. Le sang du cordon dans lequel vous avez des cellules qui sont totalement immatures, des cellules qui appartiennent à l'enfant, mais que l'on peut utiliser pour faire des greffes de moelle à n'importe qui. Aujourd'hui, les perspectives thérapeutiques à partir des cellules sont assez expérimentales, sauf pour les cellules souches adultes qui sont déjà très utilisées. Les cellules souches hématopoïétiques pour les maladies du sang sont très utilisées. Les greffes de peau mettent en jeu des cellules souches adultes également. On a commencé à faire des expériences avec les cellules souches du foie dans certaines maladies particulières du foie, etc., etc. Donc cette recherche va se poursuivre incontestablement. Aucune étude clinique humaine n'a encore été menée avec des cellules souches embryonnaires, bien entendu. Cela étant dit, elles ont un intérêt particulier qui est que d'une part, elles se divisent très activement et que d'autre part, elles peuvent donner en principe une très grande diversité de cellules. Les cellules souches embryonnaires, quand elles sont prélevées dans les tout premiers stades de développement de l'embryon, ont un caractère totipotent, c'est-à-dire qu'avec elles, on peut espérer former n'importe quel organe. En ce sens, elles sont très intéressantes. Et en même temps, quand on les prélève sur l'embryon, on détruit l'embryon. Plus l'embryon vieillit, plus le fœtus vieillit, et plus les cellules souches que l'on peut prélever perdent leur caractère totipotent, elles deviennent multi- et pluripotentes, et lorsqu'on atteint les cellules souches adultes, elles deviennent unipotentes, c'est-à-dire qu'avec une cellule de foie, je ne pourrais faire que du foie. Cependant, des publications récentes montrent qu'en prélevant des cellules souches adultes